mélangeons pas dans nos classements ce qui est naturellement le plus important. Alors Patrick, vous connaissez bien, faut-il le dire, le circuit Paul Ricard. Vous avez disputé maintes et maintes courses, y compris en Formule 1 bien sûr, sur ce circuit. Comment est-ce que vous le caractérisez? Un circuit de moyenne vitesse qui a évolué l'année dernière, puisque auparavant il y avait une très longue ligne droite, la ligne droite du Mistral, et donc un circuit maintenant qu'il faut couvrir 80 fois, donc un circuit plus difficile physiquement, car il faut passer 80 fois dans le double droite du Bossé, qui est un virage très délicat sur le plan mécanique et sur le plan physique. Sur le plan mécanique parce que les pneus souffrent beaucoup, le revêtement est très abrasif, très adhérent, et je pense qu'aujourd'hui on aura l'occasion d'ailleurs de voir de nombreux aérostands pour ce faire. 30 secondes et les concurrents vont s'élancer pour le tour de formation, à l'issue duquel, vous le savez maintenant, vous qui êtes des familiers des reportages de Grand Prix de Formule 1, à l'issue duquel donc ils vont s'arrêter sur la grille de départ, aux positions qu'ils occupent d'ailleurs maintenant. À gauche donc bien sûr, le plus près de la ligne de départ et d'arrivée, c'est Alain Prost. Voilà, c'est parti. À droite, vous avez vu Ayrton Senna, et puis derrière, les Ferrari, les Benetton. Pas de surprise majeure enregistrée au cours de ces essais qui ont reflété assez bien la hiérarchie acquise qui s'est dessinée depuis le début de cette saison. Mais tout de même, une nouveauté, donc, le fait qu'Alain Prost a réussi à devancer Senna en qualification. Ici, c'est le premier virage, là où, évidemment, le classement va s'établir, parce qu'il est situé, Patrick, quelques centaines de mètres seulement après la ligne de départ. Il y aura un gros freinage, et naturellement, c'est un petit peu un goulet, avec un risque d'accrochage toujours lors du premier passage. Effectivement, c'est un entonnoir. Après 400 mètres de ligne droite, les pilotes vont arriver en 4e vitesse vraisemblablement. Les freins sont encore froids, les pneus sont encore froids, donc ils ne sont pas encore au rendement optimum. Et ceux qui sont placés à l'intérieur, donc sur la droite, se trouvent sur une trajectoire peut-être un petit peu plus glissante, et généralement on y voit un pneu ou deux s'allumer. En tout cas, un circuit où il n'est pas tout de même trop difficile de tenter sa chance pour doubler un adversaire, contrairement par exemple à ce qui peut se produire sur des circuits beaucoup plus sinueux comme Monaco par exemple, n'est-ce pas Patrick? Absolument, et c'est d'ailleurs sur ce premier virage, c'est le virage à angle droit, sur cette bretelle de raccordement, que la plupart des dépassements se font. Il est évident que l'on peut l'observer, le circuit est très large, et que si une voiture est beaucoup plus lente, on peut très facilement dégager sur une trajectoire extérieure. Voilà, donc peut-être tout à l'heure un petit problème avec le temps, je ne sais pas. Il y a quelques nuages un petit peu menaçants qui passent ça et là, mais je ne crois pas que tout de même on risque d'avoir la pluie. Voilà Alain Prost qui, à gauche, donc s'installe sur la pole position dont il va s'élancer tout à l'heure. Et à noter d'ailleurs que, alors que le premier virage se trouve à droite, mais que le virage précédent, lui, est aussi un virage à droite, ça veut dire que la trajectoire normale des voitures sur ce secteur de piste est située à gauche, c'est-à-dire là où se trouve Senna, et que donc, il est probable qu'au démarrage, il est possible en tout cas que Senna puisse profiter d'une meilleure adhérence que Prost, n'est-ce pas Patrick? Effectivement, c'est possible, mais je pense que la piste est assez propre. Il y a eu un grand nombre d'épreuves disputées. Je crois que la trajectoire est propre. Sur la gauche de votre écran, les lumières de départ. La rouge s'allumera incessamment lorsque le drapeau jaune en fond de grille s'allume. Voilà, le drapeau vert. Voilà, on se tait. C'est parti. Alain Prost est très bien parti. Oui, Prost effectivement très bien parti. Berger aussi, je crois. Voilà, Prost en tête, Berger deuxième, Senna qui tente de repasser Berger. Là, je ne sais pas s'il a réussi. J'ai l'impression que ça se bouscule un petit peu au portillon. Vous voyez, Régis Sport ici a laissé un plan large pour que nous suivions tout le peloton et que nous voyions tout ce qui se passe à l'intérieur de ce peloton. Vous le voyez évidemment, beaucoup de voitures groupées dans un minimum. Eh bien oui, Senna a réussi, il est second. Et il a réussi à déloger Berger de la seconde place où l'excellent départ de l'Autrichien l'avait propulsé.
Tout est donc en place maintenant pour que le duel tant attendu se déroule. Ici Alboreto est rentré très vite dans le double droite, un petit peu trop vite avec les pneus un petit peu froids, il a fait la trajectoire sur l'extérieur. Prost, Senna, Berger, Alboreto. L'ordre des essais avec Piquet tout de même derrière qui a pris le meilleur sur les Benetton en profitant sans doute, Patrick, de la puissance supérieure de son moteur turbo au démarrage. Et voilà Prost qui achève donc maintenant le premier tour en tête avec Senna à 2-3 longueurs derrière lui. Berger, Alboreto, Piquet, Boutsen, Nannini, Mansell, Nakajima, Warwick. Quel est l'ordre des 10 premiers? Piquet donc devant les pilotes des Benetton dans l'ordre Boutsen, Nannini. Ça c'est contraire au résultat des essais. La voiture orange et bleu marine, c'était celle de Philippe Streff en 20e position. Départ médiocre de Streff donc, alors qu'Alliot lui est 15e. Voici la courbe de signe qui se passe à fond intégral en 6e. Et Alain est déjà en train de faire la différence. Berger est en train de son côté de mettre un petit peu de pression sur Ayrton Senna. Le pif-paf, virage assez délicat, et le gauche de l'épingle, un virage en dévers sur l'extérieur qui soumet, vous avez pu le voir sur la roue avant et la roue extérieure de la Ferrari, beaucoup de poids sur cette roue, et c'est peut-être vraisemblablement la faiblesse des Ferrari dans ce type de virage. Beaucoup de faiblesse donc du pneu avant extérieur. Oui, les pneus qui pourront jouer un rôle important, qui sait même peut-être capital dans le déroulement de ce Grand Prix, bien que tous les pilotes soient équipés exactement des mêmes pneumatiques et des mêmes gommes. Eh bien, compte tenu de l'abrasivité extrême de la piste du circuit Paul Ricard, ils seront contraints d'observer au moins un changement de roue au cours de la course. Et naturellement, un changement de roue, eh bien, c'est toujours un aléa possible. On ne sait jamais comment ça va se passer. Un écrou qui se coince, une machine qui ne marche pas bien, ça peut toujours arriver. Et ça peut décider du sort de la course. Il faut souhaiter, bien sûr, qu'il n'en soit rien. Et souhaiter que la différence se fasse sur la piste, à la loyale, à la régulière. Pour l'instant, Prost accroît petit à petit son avantage. Il est d'ailleurs le pilote le plus rapide en piste à l'heure actuelle. Il vient de tourner en 1:12.4. C'est un temps d'une moyenne donc sur une longue série qu'il a fait hier. Donc il est déjà rentré dans une cadence élevée. Oui, donc on s'en doutait compte tenu de la rivalité qui oppose Prost à Senna. Et bien naturellement, il n'est pas question de se ménager et d'entrer. On est tout de suite... La cadence est tout de suite effrénée. Il faut essayer de faire une petite différence, d'assurer une petite marge de sécurité, de ne pas s'exposer à la menace, à la pression trop directe de son adversaire. C'est ce que Prost s'efforce de réaliser pour le moment, en prenant petit à petit quelques dizaines de mètres comme ça à Ayrton Senna. Tandis qu'il faut observer que Berger lui tient bien le rythme de Senna pour l'instant, Patrick. Berger le tient bien, peut-être au détriment d'une prudence au niveau d'utilisation de ses pneus. Il le tient bien. Je prends l'impression que les Ferrari qui ont été très rapides en vitesse de pointe lors des essais ont changé de stratégie pour la course, et ils auront apparemment remis un petit peu d'appui aérodynamique, c'est-à-dire qu'ils rechargent un petit peu la voiture, ce qui leur permettrait d'avoir une meilleure adhérence. C'est ce qui explique peut-être le meilleur comportement de Berger à l'heure actuelle par rapport à Senna. Oui, Alboreto n'est pas quand même très loin non plus. Ces 4 hommes ont fait la différence d'ores et déjà, car Piquet, 5e, est lâché. Voilà, il mène en quelque sorte le gros du peloton, suivi des 2 Benetton, donc de Boutsen et Nannini, de Mansell avec sa Williams Judd, de Nakajima, de Warwick, Cheever, c'est-à-dire les 2 Arrows, Capelli avec sa March, de Cesaris avec sa Rial, Caffi avec sa Dallara, Alliot enfin avec la Lola Larousse Kelmes, et qui est en 15e position donc, tandis que Streff a gagné une place, 19e aux dépens de Palmer. Il y a déjà quelques 34 secondes de différence entre le premier et le dernier.
Oui, ça va très très vite devant, ça va aussi très vite derrière, mais malheureusement avec tout de même une différence considérable entre ceux qui sont en piste pour la victoire et ceux qui doivent se contenter de figurer. Alain Prost vient encore de creuser l'écart, il tourne maintenant en 1:11.7, c'est-à-dire qu'il s'échappe très nettement du groupe Senna-Berger. Voilà, donc Prost isolé maintenant devant, avec peut-être une vingtaine de longueurs d'avance, et puis Senna, Berger, Alboreto pratiquement en haut d'en haut. La course se dessine maintenant, alors que Piquet, donc lâché, mène le peloton devant les deux Benetton de l'ordre Boutsen-Lamini. La ligne droite du Mistral, voilà. Désormais, on est beaucoup moins rapide. Patrick, dans la ligne droite du Mistral qu'autrefois. Je me rappelle que vous aviez été une fois, je crois, chronométré à quelques 340 km à l'heure. Oui, c'est exact, 347 exactement, en arrivant sur ce virage qui se passait à l'époque avec les jupes pratiquement à fond, donc on rentre à 347 pour en sortir aux alentours on perdait pas mal de vitesse en courbe. Oui, Christian. Est-ce que vous ne pensez pas que Alain Prost est en train de jouer à Ayrton Senna le coup de Montréal? C'est-à-dire, je tourne un petit peu trop de manette, je suis un petit peu en dehors des normes, mais on verra bien comment ça va s'arranger tout à l'heure. Je ne sais pas, je crois qu'il est parti pour faire suivre une cadence. Il m'avait dit je vais assurer le coup sur mes pneus pendant les 10 premiers tours. Ensuite les choses seront beaucoup plus simples. Je crois qu'il a joué un petit truc au niveau du réglage de sa voiture. Je crois qu'aujourd'hui il y a une certaine différence entre les deux McLaren. Alain n'était pas très content de l'orientation éventuelle des choses. Senna semblait vouloir copier ses réglages. Je ne sais pas si ça s'est produit ou pas. Le fait est qu'Alain semble plus à l'aise, mais il a été plus à l'aise que Senna tout le week-end. Oui, depuis le début de ses essais, Patrick, c'est vrai, vous l'observiez tout à l'heure dans Automoto et à juste raison, effectivement. Lorsque l'on regardait les deux pilotes évoluer sur la piste du circuit Ricard depuis vendredi, eh bien, à l'œil, on pouvait se rendre compte effectivement qu'il semblait que Prost était plus à l'aise, c'est-à-dire qu'il pilotait au fond une voiture mieux réglée, si vous préférez, que Senna, ici sur ce tracé. Alors évidemment, il en connaît toutes les ficelles, il est dans son jardin, Alain, mais enfin, on ne peut pas dire que Senna ne connaisse pas à fond lui aussi ce circuit qui est utilisé très souvent au cours de l'hiver, notamment par toutes les écuries de Formule 1 pour faire des essais privés. Et donc on ne peut pas dire d'une manière vraiment juste que Prost est avantagé parce qu'il connaît mieux le circuit Paul Ricard que Ayrton Senna, je crois, en toute équité. Mais c'est juste, tous les pilotes connaissent l'ensemble des circuits par cœur, mais le style de pilotage de Prost convient beaucoup mieux à ce style de tracé. Vous le voyez très dégagé, une grande largeur de piste, et on peut se laisser aller avec une grande générosité à placer sa voiture d'une manière très franche, sans risque de déborder sur un mur ou sur des rails à l'extérieur. Voilà, alors donc 7 tours déjà couvert par les concurrents du Grand Prix de France, et tout de même déjà presque 3 secondes et demie d'écart entre Prost et Senna. Voilà, le 8e maintenant est achevé. L'écart a baissé un tout petit peu, un peu plus de 3 secondes. Mais pour l'instant, naturellement, la voie est libre devant Prost, Senna et les autres. Tout à l'heure, bientôt, ils vont commencer à arriver dans les roues des derniers. Et là, on va changer un petit peu d'exercice. Ça ne va plus être un exercice de style, ça va être un exercice de bataille pour doubler les premiers attardés. Et dans cet exercice-là, eh bien, jusqu'à présent, Senna a montré qu'il était souvent plus incisif qu'Alain, n'est-ce pas, Patrick? Oui, mais ceci dit, c'était sur des circuits certainement plus étroits, une prise de risque plus grande. Ici, je crois que Alain fera ce qu'il faut. Il sait le faire aussi, il l'a fait de nombreuses fois par le passé. Donc le circuit est plus facile à ce registre. Donc je ne pense pas que ça puisse poser de gros problèmes.
Toujours pas de modification sensible au classement derrière les leaders, puisque derrière les deux Ferrari, on retrouve toujours Piquet, Boutsen, Nannini, Mansell, Nakajima et Warwick, toujours 10e devant son coéquipier Cheever, les deux inséparables, les deux jumeaux de l'équipe Arrows. Donc 9e tour, et l'écart qui se réduit quand même, hein. Toutefois la tendance a l'air de s'affirmer. Tout à l'heure l'écart allait en augmentant, depuis 2 tours il se réduit un petit peu et vient de repasser en dessous du seuil des 3 secondes. José, oui, tout à l'heure dans Automoto nous vous parlions avec Patrick Tambay de télémétrie. Alors regardez, voilà ici nous sommes dans le stand McLaren. Alors là il y a beaucoup de petits japonais, vous les voyez, et là-bas des inscriptions, Prost, Senna, tout est enregistré, toutes les informations moteurs, informations moteurs des deux voitures qui passent devant les stands sont enregistrées et retransmises au Japon. Alors bien sûr, elles sont exploitées. Ici, on mesure la consommation, on peut tout étudier sur le moteur. Et après, à tête reposée au Japon, on analyse tout. Non, il ne faut pas filmer, nous dit ce monsieur. Ok, voilà. Top secret, top secret. Voilà, vous étiez en direct depuis les stands McLaren. Voilà. Et merci Christian, c'était en effet tout à fait impressionnant de voir quels sont les moyens déployés par Honda pour dominer la Formule 1, et ceci expliquant naturellement en grande partie cela. Alors 10e tour et l'écart qui a encore un petit peu baissé. 2 secondes et 76 centièmes maintenant entre Prost le leader et Senna son poursuivant, alors que Berger et Alboreto sont toujours 3 et 4e. Piquet 5e et déjà fort loin avec Boutsen et Nannini toujours dans ses roues, et puis Mansell, et puis Nakajima, et puis Warwick et Cheever, Capelli, De Cesaris, Caffi, Alliot toujours 15e. Et Streff toujours 19e. Voilà Capelli, justement. Capelli blessé au Grand Prix des États-Unis à Détroit, qui semble bien remis et qui ne semble pas souffrir excessivement de la blessure au pied. Capelli qui était 10e sur la grille de départ, qui a fait un excellent warm-up ce matin, qui avait le 7e temps et qui a malheureusement dû rater son départ puisqu'il est actuellement en 12e position. Et voilà Prost qui va boucler son 11e tour, et Senna qui s'est encore un petit peu rapproché, je crois. Nous allons avoir l'écart tout de suite. Non, l'écart stable, 2,7. La bagarre a commencé là, José. La bagarre a commencé et c'est le grignotage de centimètre par centimètre au niveau des freinages, au niveau des réaccélérations, au niveau des changements de vitesse. C'est maintenant la grande bagarre là. Je suis un petit peu surpris de voir que Alboreto tient, semble-t-il, assez bien le rythme de Berger. C'est presque la première fois cette année que ça se produit, n'est-ce pas? Oui, il a eu un excellent warm-up ce matin. Il a devancé son équipier Berger de 5/10 en moyenne sur chaque tour. Et donc il a l'air de partir pour une course assez prometteuse. De même, il est un peu surprenant de voir que Mansell reste accroché au basque des Benetton de Boutsen et Nannini, alors qu'aux essais, il avait subi la loi. Tête à queue en fond de grille, tête à queue à la sortie du virage du raccordement. Une voiture blanche. Oui, peut-être une Eurobrun, celle de Larrauri ou celle de Modena. Enfin, nous n'avons pas pu voir, c'était trop loin. Mansell, donc justement. Mansell dans le sillage donc des Benetton ce début de course, alors qu'il n'était pas parvenu à réussir des temps aussi rapides au cours des essais. Mansell au volant de la Williams à moteur Judd, la Williams qui sera l'année prochaine, vous le savez, équipée d'un moteur Renault. Mais Mansell restera-t-il au volant de cette Williams l'année prochaine? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Ça semble loin d'être évident. En tout cas, ça n'est pas encore acquis, semble-t-il. Boutsen, donc, que nous venons de voir passer, et puis Nannini qui le suit. Nannini, un petit peu la révélation du début de la saison, n'est-ce pas, Patrick? Oui, un pilote à style très très généreux, peut-être un petit peu faible encore, je pense, physiquement. Il a besoin encore de s'aguerrir et de mûrir et de se soumettre, je crois, à un régime de préparation et physique. Il carbure au café, aux cigarettes. Mais je pense que c'est une arrose. Hein. Oui, peut-être. Hein. Effectivement, on va regarder, voyons, 10e Cheever. Effectivement, c'est Warwick. Ouais. Vous aviez bien vu. C'est Warwick qui est sorti de la route, donc au début de la ligne droite du Mistral. Oui, Christian, vous voulez intervenir? Oui, dans le stand McLaren avec le copropriétaire de McLaren, Mansour Rocher. On est juste derrière Ron Dennis. Là, on va pas faire trop de bruit pour pas les déranger. Ils sont avec leurs écrans. Alors, c'en est où? Ça se passe comment là?
passe bien. Ça se passe peut-être un peu comme au Mexique. Je pense que tout va se jouer peut-être aux arrêts pour les pneus. Consommation, ça marche? Oui, pas de problème. C'est les pneus, je pense qu'on va avoir un problème. Voilà, petite information depuis le stand McLaren. Senna à la poursuite d'Alain Prost. L'écart est légèrement remonté. Il est maintenant à un petit peu plus de 2 secondes et 9 dixièmes. Enfin, on peut dire que pratiquement il s'est à peu près stabilisé depuis 3 tours. Berger, toujours 3e naturellement devant Alboreto. Et Piquet 5e devant Boutsen, 1er des pilotes de voitures à moteur atmosphérique. Les 5 premiers pilotant, eux, des voitures à moteur turbo. Rappelons qu'il s'agit de moteurs de 1500 cm3, équipés donc de turbocompresseurs. Et qui développent, Patrick, dans le meilleur des cas, selon vous, à peu près quelle puissance en course? Alors là, c'est difficile à dire, mais voilà, on arrive au stand de Mozilla. Larini, donc, qui est le premier à s'arrêter au stand. Un problème technique, très probablement. À ce stade de la course, il est encore trop tôt pour songer à changer de roue. Mozilla qui bénéficie pour la première fois d'un mulet ce week-end. Voilà, elle est équipée d'un moteur V8, c'est la seule. La plupart des autres moteurs turbo sont des V6. Il y a aussi un 4 cylindres sous le capot des Arrows. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un moteur V8 ex Alfa Romeo modifié chez Osella. Il s'agit naturellement d'une toute petite écurie. Un gros plan sur la Benetton Ford. On remarquera le tout petit aileron arrière. On n'a pas encore vu un aileron aussi petit en Formule 1. Et c'est pour justement lutter contre cette différence de puissance entre les turbos et les atmosphériques sur un circuit où la vitesse de pointe dans cette longue ligne droite est importante. Oui, effectivement, la Benetton, une voiture aérodynamiquement très avancée, très élaborée, mais la McLaren aussi. Patrick, José, oui, Christian. Premier arrêt pneumatique de Ricardo Patrese. Nous nous précipitons sur le stand parce que nous étions partis vers le Zella. Manifestement, c'est un problème de pneus puisque Patrese est rentré vraiment très vite. Ça y est, il est reparti. Donc c'était le premier arrêt pneumatique. Oui, merci Christian. Effectivement, nous avons ici Patrese à l'image. Très surprenant, après seulement 15 tours, de se trouver déjà dans cette situation. Voilà, peut-être un mauvais réglage ou un tête-à-queue que nous n'aurions pas vu ou quelque chose comme ça. En tout cas, tout à fait anormal, bien entendu, et certainement pas prévu par l'équipe Williams. Lorsque nous parlons de problèmes de pneus, ce ne sont pas des problèmes dus à la conception ou à la fabrication des pneumatiques, mais ce sont des pneus qui sont prévus pour un rendement optimum et pour en assurer la meilleure performance. Eh bien, les équipes préfèrent s'arrêter pour en changer. Oui, il faut dire que ici, on vous l'a dit et répété, eh bien, la piste est particulièrement abrasive. C'est une question de qualité de revêtement. Et le fait qu'elle soit abrasive contribue naturellement, avec la chaleur qui règne habituellement dans le midi de la France, contribue naturellement à accroître l'usure. Oui, de ces gommes. Les premiers dépassements dont vous parliez. Voilà. Ça y est, on est en plein dedans, là. Une deuxième Minardi, il est évident qu'Alain va perdre du terrain là. Oui, certainement. Il est sur la Rory. Coincé par la Rory, voilà. Ah oui, et ça se passe mal, hein. Oh là là, ça se passe très mal en fait. Ça tombe sur un des endroits les plus délicats. Oui, c'est pas de chance. Ça c'est vraiment... Là, Alain n'a pas été très heureux sur ce coup-là. Ceci dit, dans toute la portion rapide qui suivra, Senna sera lui-même gêné par les autres et il perdra peut-être un peu plus de temps dans les portions rapides. On va voir comment ça se passait à Signe. Ah, et vous voyez, il n'a pas perdu de temps, hein. Il a réussi à se faufiler juste avant. Il est pratiquement dans les roues d'Alain. Regardez, c'est impressionnant. Il est maintenant pratiquement dans les roues d'Alain. Ce que nous redoutions s'est produit, que nous redoutions pour Alain, bien entendu, c'est que effectivement les premiers doublages ont été favorables à Senna. C'est pas très étonnant dans la mesure où, si vous voulez, les pilotes qui sont doublés naturellement sont un petit peu surpris par le premier qui les double. Une fois que c'est fait, ils commencent à regarder dans leur rétroviseur, ils voient que le deuxième arrive, ils s'écartent. C'est plus facile pour le second que pour le premier. José, oui, depuis le stand Williams, regardez, voilà les pneus de Patrese. Alors vous voyez, on les voit pas, sortez-les au soleil. Attendez.
Ah oui, mais alors ils sont en train de nous les cacher. Ah bon, ben voilà, on les voit mieux là. Là, vous les voyez, les pneus de Patrese, Ouais. et sur le côté, là, Ouais. on voit très bien, en fait, les gommes de Patrese se sont rechargées. Il a dû sortir de la trajectoire, vous Ouais, voyez, ouais. et elles se sont rechargées. Ce sont plus des pneus lisses, ce sont des espèces de pneus granuleux qui ne doivent plus adhérer du tout. C'est la raison de son arrêt. Oui, il s'ensuit une vibration terrible. Le pneu se trouve déséquilibré. Et voilà Prost qui a perdu donc presque toute l'avance qu'il avait laborieusement acquise depuis le début. Ça, c'est un coup dur pour lui, c'est certain. Reste à voir maintenant s'il va pouvoir reconstruire cette avance ou si au contraire Senna va l'en empêcher et va profiter de cet aléa pour se montrer pressant. Ils sont tous les deux à 110% maintenant du potentiel de leur machine, de leur propre potentiel. Les performances des temps autour augmentent et je pense que le potentiel maintenant d'adhérence est en train de se dégrader. Patrick, Christian, arrêt de Thierry Boutsen. Arrêt de Thierry Boutsen, un problème, manifestement un problème d'électronique. Regardez, on est en train de changer le boîtier, le petit boîtier avec les petites pupules miracles qui gèrent l'électronique de ce moteur Ford. Alors vite, il faut débrancher les fiches multiprises et changer le boîtier pour que Thierry puisse repartir. On va peut-être tenter. Ah, ça y est, c'est parti. J'allais tenter. Il essaye là. Bon, pas de chance. Thierry. Un problème de moteur, Thierry. Un problème d'allumage, je crois. Il y a quelque chose qui fonctionne sur 8. Merci. Si c'est un qui fonctionne sur 8, évidemment, le pauvre Boutsen est bien handicapé. D'autant qu'il a déjà handicapé par le fait qu'il pilote une voiture à moteur atmosphérique moins puissante que les moteurs turbo des McLaren, des Ferrari ou des Lotus. Pas de chance donc pour Thierry Boutsen qui avait fait de magnifiques essais et un prometteur début de course. Par contre, je crois que Prost est en train de réussir à tenir Senna à distance et peut-être même de lui reprendre un tout petit peu de terrain, Patrick. oui, il recreuse l'écart ici, le phénomène de l'élastique bien connu maintenant. Sur un freinage, la voiture se rapproche. Oui, et ensuite, à la réaccélération, ensuite l'écart se reprend. C'est Boutsen qui a repris la piste. Voilà qu'on voit là à gauche. Cependant qu'arrive Berger qui n'a pas réussi à doubler la Minardi devant lui. Et Minardi qui, vous voyez, joue un rôle néfaste, involontaire bien sûr, dans le déroulement de la course en tête. Mais ça, ce sont les aléas de la course, il n'y a rien à faire. Voilà Berger qui s'est décalé, qui a, vous l'avez vu avec quelle facilité, laissé sur place littéralement la Minardi à moteur Ford atmosphérique. Lui qui dispose d'une puissance très largement supérieure dans son V6 Ferrari Turbo. Berger, 3e devant Alboreto, 5e Piquet, 6e Nannini, 7e Mansell. Voilà, oui, on va bientôt atteindre le stade du 20e tour, c'est-à-dire le quart de la course, Patrick. Et, mon Dieu, on peut dire que, à l'exception de l'incident qui a stoppé momentanément Thierry Boutsen, tout s'est déroulé à peu près comme prévu. Oui, il faudra peut-être attendre un petit peu plus longtemps dans la course pour voir les premiers signes de faiblesse sur les mécaniques. En tout cas, voilà l'écart qui remonte un petit peu. Il est presque de 1 seconde 8 maintenant entre Prost qui, sans se décourager naturellement, s'est remis à l'ouvrage. Il n'a pas été moralement atteint par le coup dur du doublage qui a permis à Senna de revenir dans son sillage alors qu'il l'en avait écarté. On a aperçu oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez comme Prost utilise savamment les bordures pour s'appuyer, appuyer un petit peu la McLaren à la sortie, voilà, à la sortie de chaque virage, mais sans la brutaliser le moins du monde. Un pilotage de sobriété totale. La grande différence par rapport à celui de Senna ici, un pilotage qui fait la force de Senna sur des circuits comme Montréal, Détroit ou Monaco. Pilotage de pilote de kart qui place sa voiture avec des petits coups d'accélérateur. Quant à Prost, sur un circuit comme celui-ci, il rentre d'une manière beaucoup plus coulée, il réaccélère beaucoup plus tôt et d'une manière homogène. Voilà, alors on est rentré maintenant dans le
deuxième quart de la course et le classement, j'en profite pour vous le donner. Donc Prost avec pas tout à fait 2 secondes, mais presque 2 secondes d'avance maintenant sur Senna. Troisième et quatrième, Berger et Alboreto, les 2 pilotes de Ferrari. Cinquième, Piquet. Jusqu'ici, donc aucun changement par rapport à ce que nous avons vu depuis le départ. Mais ensuite, eh bien, c'est Nannini qui occupe maintenant la 6e place, puisque Boutsen est rentré de nouveau au stand. La réparation qui avait été faite n'a manifestement pas été sanctionnée par un succès. Ensuite, c'est Mansell qui est 7e devant Nakajima. Shiver est 9e, Capelli 10e, De Cesaris 11e, Caffi 12e, Alio est remonté donc en 13e position devant Gugelmin et Dalmas, lui, est 15e, cependant que Streff a perdu du terrain et se trouve maintenant, je crois, relégué en 17e position. Les 2 pilotes McLaren sont les seuls à tourner en 1.12.8, 1.12.9, donc des temps très voisins. Et il faut regarder les temps des Ferrari maintenant. Alboreto est passé, je crois, 3e. Et ceux-ci Je me demande s'il n'est pas rentré à son stand d'ailleurs, Alboreto, Patrick. Oui, regardez, voilà. Alboreto à son stand, 22e tour. Déjà un arrêt pour le pilote italien de la Scuderia Ferrari. Un arrêt qui semble ne pas prendre son stand au dépourvu. Manifestement, c'était prévu. On va changer les roues. On pensait faire... Joli, 7,72, un beau temps, n'est-ce pas? Superbe. On pensait faire 2 arrêts chez Ferrari, scinder la course donc en 3 portions. Donc 22e tour, arrêt de Alboreto. Il a perdu moins de 8 secondes à son stand, mais bien sûr il a perdu en réalité davantage puisqu'il a fallu ralentir et puis maintenant réaccélérer pour reprendre la cadence de course. Vous estimez la perte à peu près à combien, Patrick? L'entrée en stand, l'arrêt et la remise en cadence, une vingtaine de secondes. Il aurait fallu observer les temps autour entre le tour précédent et le tour suivant. On va essayer de le faire au prochain passage. Absolument. Voilà, donc écart à peu près stable, toujours entre Prost et Senna, un petit peu plus de 6. Alors que va faire Berger? Va-t-il à son tour bientôt s'arrêter? J'ai l'impression que ses pneus effectivement sont déjà nettement marqués, Patrick. Oui, c'est une question maintenant, il va falloir gérer son adhérence par rapport aux performances réalisées. Et le problème se pose aussi pour les 2 pilotes de tête qui se suivent de très près. Qui rentrera le premier? Voilà, c'est dans les roues de Boutsen que Berger se trouve maintenant. Boutsen qui a donc repris la piste. Oui, Christian, vous voulez intervenir? Une information, abandon de Philippe Streff, un problème de fuite d'essence. Philippe est descendu à la hâte de sa voiture, il était complètement inondé d'essence, il a couru vers son motorhome. J'ai été le voir à l'instant, tout va bien, dans 5 minutes il sera avec nous. Pas de chance donc pour Philippe Streff et la petite équipe AGS qui espérait naturellement briller ici tout près de ses bases de Gonfaron, alors qu'elle avait réalisé jusqu'à présent un brillant début de saison, mais qui n'a pas été récompensé par les résultats à la hauteur des espérances qu'elle avait fait naître. On a pu observer en début de ligne droite Alain pencher la tête de côté pour observer l'écart qui le sépare de Senna. C'est pratiquement le seul endroit où il s'accorde de surveiller cet écart, et il se concentre maintenant en totalité au pilotage de la machine. Oui, parce que le circuit Ricard, s'il est un circuit rapide et dégagé, eh bien c'est un circuit aussi extrêmement technique. Il s'agit d'un tracé qui a été élaboré spécifiquement pour le sport automobile et qui réunit donc dans un minimum d'espace un maximum de difficultés de pilotage. Voilà, il sort en 3e vitesse du virage du pont. Il monte en rapport 3e, 4e, 5e et 6e pour ceux qui sont équipés d'une boîte à 6 vitesses. Voilà, là il va atteindre à peu près quelle vitesse, Patrick? 280, oui. Et en 70 mètres il rétrograde jusqu'à 80 km/h. Vous avez vu le freinage, Patrick? Une légère perte d'adhérence au niveau du frein avant. C'était un petit peu tangent, quand même. Ça montre que Prost ne s'accorde pas la moindre marge de sécurité pour l'instant. Il est maintenant dans la ligne droite Mistral.
à 300 km/h. Il arrive sur le virage de Signes. Ça, c'est le plus impressionnant, je crois, parce qu'il le prend pratiquement à 300 à l'heure. À fond intégral. Voilà, 290 à la corde. Là, maintenant, il est à fond intégral. Et à la corde, vous voyez la dérive des voitures sur l'extérieur. Moi, je vous assure, quand on arrive sur ce virage au volant d'une voiture de série, eh bien, on a du mal. Il faut se forcer pour le prendre à 120. Le virage le plus délicat du circuit, le double droite du Bossé. En 5e à l'entrée, 4e au milieu. Et la voiture dérive sur l'extérieur. Le pif passe ici. Ah, Senna revient, se rapproche. Oui, Senna effectivement a l'air bien maintenant dans cette partie très sinueuse du circuit. Christian voulait intervenir. Oui, en direct des stands, du stand de Lola Larousse-Calmette avec Gérard Larousse. Alors là, vous voyez, il est en train de suivre la télévision. Au miracle de la télé, on appuie sur la touche numéro 1 et là, on a le classement. Et on voit que Philippe Alliot est 13e et Yannick Dalmas 15e. Comment ça se passe ? Pour l'instant, les voitures vont bien. On ne sait pas encore si on va s'arrêter pour les pneus. Les pneumatiques ont perdu environ 1 seconde au tour en ce moment, mais je pense qu'on va essayer d'aller au bout de la course sans changer. On a vu les pneus de Patrese qui s'étaient complètement rechargés de gomme. C'est ce que vous craignez ? Oui, mais ce qui se passe, c'est que à partir de 20 tours, il y a beaucoup de gomme sur la piste. Et les pneus, au lieu de s'user, finalement, se rechargent avec de la gomme. Et on peut aller jusqu'au bout. Merci Gérard. Et les pneus des McLaren qui n'ont pas l'air, Patrick, d'être en si mauvais état que ça, puisque je constate comme vous maintenant que et Prost et Senna tournent de nouveau en dessous du cap des 1.13 au tour. Oui, ils sont tous les deux en 12.9, 12.6. Tous les autres sont en 14 maintenant. 15, ils sont donc nettement au-dessus Ah, pas Berger, regardez Patrick, Berger est en 12.274, c'est même lui qui tourne le plus vite pour l'instant. Ça, c'est un peu surprenant, n'est-ce pas? Sans arrêt au stand. Oui, un petit peu surprenant, d'autant plus qu'Alboreto, lui, s'est arrêté, mais enfin, oulala, et là, c'est aussi un petit écart de Senna. Ah oui, là, effectivement, tout de même, on est en train de faire des supputations sur l'état des pneus des McLaren, on voit qu'ils tournent vite, on se dit qu'ils ne doivent pas être mal, mais ils sont peut-être pas si bien que ça, pas si frais que ça, n'est-ce pas? Eh bien, ils utilisent au maximum le potentiel d'adhérence et des freins, surtout sur ce virage-là. C'est là où Senna essaie de grignoter un petit peu de temps. Mais toujours presque 2 secondes d'écart entre Prost et Senna. On peut dire que l'écart est parfaitement stable. Ne pas oublier le classement derrière, ne pas oublier la course. Voilà. Il n'y a pas que en course ici. Je crois que le classement intéresse beaucoup de monde certainement. Absolument. Et le classement donc après 27 tours, c'est toujours Prost en tête avec un peu moins de 2 secondes d'avance sur Senna. Alboreto est redevenu 3e maintenant. Berger donc a dû s'arrêter. 4e Piquet, 5e Berger, 6e Nannini. Et nous vous rendons l'antenne maintenant pour une petite page d'informations publicitaires avant de nous retrouver tout à l'heure. Et retour sur la piste du circuit Paul Ricard, en effet, avec toujours Alain Prost qui vient de boucler son 30e tour en tête de ce Grand Prix de France, avec une avance qui s'est un petit peu réduite sur son poursuivant Ayrton Senna. Elle n'est plus que de un petit peu moins de 1 seconde 4 dixièmes maintenant. Alboreto occupe la 3e place et je vous dois des excuses puisque j'ai confondu tout à l'heure Alboreto avec son coéquipier Berger. Voilà, c'est ça l'excitation de la course. Ça peut atteindre aussi les téléreporters et pas seulement les pilotes. C'était donc Berger qui avait procédé à son arrêt, à son changement de roue tout à l'heure, et Alboreto donc occupe la 3e place devant Piquet 4e, alors que Berger est maintenant en 5e position devant Nannini, le plus rapide des pilotes de voitures à moteur atmosphérique. Berger récupère sa place devant Piquet. Voilà. Prost, Senna, donc Senna Prost, toujours rien de décisif et toujours rien de décidé naturellement. L'écart toujours très très faible. C'est-à-dire que Senna n'est jamais parvenu à se mettre en position de harceler véritablement Alain Prost, mais que Alain n'a pas réussi lui à créer un écart vraiment décisif sur Ayrton. L'indécision la plus grande continue donc de régner sur l'issue de ce Grand Prix de France. 31 tours accomplis donc sur 80 à couvrir et toujours rien
de décider. Berger en pleine remontée, vous le voyez, qui profite de ses pneus frais pour faire des chronos impressionnants. C'est ce qui explique que tout à l'heure il était le plus rapide en piste. Bien entendu, il profitait du fait qu'il avait changé de roue. Un arrêt au stand encore de Losella. Oui, décidément mauvaise rude journée pour le jeune Italien Larini et son Losella. Mais bien sûr, ça ne va pas changer beaucoup le sort de la course, car il s'agit, il faut bien le dire, d'un figurant. Ce qui n'a rien de péjoratif, il en faut, mais son matériel est loin d'être à la hauteur de celui des leaders, bien sûr. José, on se prépare à un changement de pneu chez McLaren. Je ne sais pas si c'est pour Senna ou pour Prost, mais un changement de pneu dans l'air chez McLaren. Bien sûr, on approche maintenant du stade de la mi-course. Et rien de surprenant par conséquent à ce que l'on se prépare à changer les roues. Alors là, ça va être à suivre avec la plus extrême attention, n'est-ce pas Patrick, car de la réalisation bonne ou mauvaise de ces changements de roue peut dépendre l'issue du Grand Prix. Je pense qu'il est important, il sera important peut-être de s'arrêter le premier, je ne sais pas du tout encore ce qui se passe dans la tête d'Alain. Est-ce qu'il va... Ça sera Senna, Patrick, qui va s'arrêter. Ça sera Senna, un mécanicien vient de me le dire. Oui, en tout cas ce n'est pas ce tour-là. Ils sont tous les deux passés devant les stands en bouclant leur 32e tour, mais Mansell lui s'arrête. Mansell procède à son changement de roue. 32 tours d'accompli, un petit peu moins de la mi-course, donc pas de problème, tout s'est bien passé. Les voitures commencent à s'alléger maintenant et je pense qu'elles seront beaucoup moins dures sur le deuxième train de pneus. Doublage de quelques attardés pour les leaders. Une phase de course qui a été tout à l'heure extrêmement favorable à Ayrton Senna, qui lui a permis de revenir dans le sillage de Prost, qui avait creusé un écart d'un petit peu plus de 3 secondes et qui lui a permis de le réduire pratiquement de moitié. C'est la petite voiture bleue, là c'est la Rial que conduit le fougueux italien Andrea De Cesaris. Là on voit les mécaniciens de la Scuderia Ferrari que connaît bien Patrick Tambay se préparer à changer sans doute les roues de Michele Alboreto cette fois. Absolument. Enfin, de toute façon, les mécaniciens, est-ce qu'une McLaren, les mécaniciens sont toujours prêts. C'est Patrese qui revient à son stand de nouveau. Je crois qu'il y a une McLaren qui arrive. Oui, ça y est. Voilà, c'est Senna donc en principe. Chrono. Admirablement bien pour l'instant. Devant Ron Dennis tient la pancarte Break-On pour que Senna prenne pour qu'on puisse serrer les bras. Et c'est reparti. Oh là là, les mécaniciens de chez Williams, c'est tout juste. Vous avez vu? Impressionnant le démarrage de Senna. Oui. Quelle résolution là-dedans de ne pas perdre le moindre centième de seconde, qui essaie même d'en arracher quelques-uns, non seulement au bitume, mais à l'avance de Alain Prost. Donc tout s'est bien passé pour Senna. Espérons qu'il en sera de même pour Prost. Non pas que nous voulions à tout prix que Prost l'emporte. C'est Alboreto. C'est Alboreto, oui. Mais parce que nous souhaiterions que le résultat soit décidé sur la piste volant en main et non pas au stand. Très bon, bien meilleur que l'arrêt McLaren. Oui, effectivement, les mécaniciens de chez Ferrari sont de redoutables spécialistes de cet exercice. Ça s'est très bien passé chez Alboreto et dans quelques instants, cela va être au tour de Nelson Piquet. On est prêt dans le stand de Lotus, on a sorti les pneus des couvertures chauffantes. Attention, ça commence à s'agiter. Le voilà. Mais c'est Nakajima. C'est Nakajima qui s'arrête. Nakajima qui a fait presque aussi bien que Nelson Piquet. Un Nelson Piquet que certains disent au bord de la retraite. Non, il ne faut pas m'essuyer la visière, ça va bien. Voilà, tout va bien. Attention. Oh, le connard. Bon, donc pas de problème non plus pour Nakajima qui reprend la piste après un arrêt assez rapide et juste dans les roues de Ayrton Senna. Ayrton Senna donc désormais équipé. Senna qui a perdu exactement 20 secondes, José. Voilà, oui, 20 secondes, et ben vous aviez dit exactement, vous aviez prédit ça avec une grande précision, Patrick. Vous avez dit à peu près 20 secondes, à peu près était trop. C'était pile 20 secondes. Alors, bravo. Comme il a 21 secondes 8 de retard maintenant, eh bien,
vous voyez comme oui. l'importance de l'arrêt au stand et du travail des mécaniciens va être grande. Voilà. En tout cas, Prost a donc choisi un arrêt plus tardif que Senna. Ça peut jouer un rôle aussi, parce que bien sûr, maintenant que Senna est équipé de ses manœuvres, Prost rentre au stand. Il a profité pour se remettre en cadence tout de suite. On va voir maintenant ce qui se passe. Voilà Ron Dennis, le chef de l'écurie McLaren. Retour de Prost, retour au box de Prost. Tout va bien. L'arrière droit, c'est bon. Problème l'arrière gauche. Arrière gauche, ça va être... Oh là là, L'avant ça va gauche pas du maintenant. tout. Aïe, aïe, aïe. Oh là, ça a été très mauvais. Ça a été très mauvais. 10-60. C'est moyen, très moyen. Oui, on peut même dire que ça a été carrément mauvais, Patrick, je crois. Il est passé? Oui. Senna est-il passé? Et il est passé, oui, il est passé. Senna est passé. Voilà, donc Alain Prost a perdu la première place à l'occasion de ce changement de roue qui ne s'est pas très bien déroulé, c'est le moins que l'on puisse dire. Et vous avez vu Mansell, je crois, laisser faire signe à Senna que la trajectoire intérieure était libre, mais celui-ci préfère rester un petit peu plus pour se dégager du virage. Ah bah oui, bah Senna et Mansell, évidemment, ils se méfient l'un de l'autre. Hein. Ils ont un lourd palmarès. Oui, mais ceci dit en piste, oui. à l'heure actuelle. Alors là, maintenant, ce sera certainement du grand Prost. En tout cas, voilà, ce que nous redoutions, eh bien, ça s'est produit. Le changement du classement, ça n'est pas Senna qui en est responsable directement parce qu'il a été plus vite que Prost, mais c'est le sort qui en a décidé ainsi en permettant aux mécaniciens du pilote brésilien de se montrer. Voilà ici Nannini ou Boutsen qui abandonne là-bas. Parce que c'est Boutsen définitivement. Oui, c'est bien Boutsen, c'est ça. Décidément, ce n'était pas le jour du pilote belge aujourd'hui. Pas de chance, donc au revoir Thierry Boutsen. Et donc en tête maintenant Alain Prost, Ayrton Senna devant Alain Prost. C'est la situation exactement inverse de celle à laquelle nous avons assisté depuis le début de ce Grand Prix de France et jusqu'au changement de roue du leader qui a perdu quelques 3 ou 4 secondes dans cette opération par rapport à son rival, et ça a suffi, compte tenu que son avance était inférieure à 2 secondes, ça a suffi à inverser l'ordre du classement en tête. Désormais, c'est donc Senna qui mène devant Alain Prost, et Prost se retrouve dans la situation du Brésilien tout à l'heure, à savoir d'essayer de réduire l'écart sur le leader, ce qui ne sera vraisemblablement, Patrick, pas une tâche facile. Oui, donc avec le temps d'arrêt, 1:31,8 pour Senna tout à l'heure et 1:35,9 pour Prost maintenant, c'est-à-dire que le stand lui aurait fait perdre dans les 3 secondes. Oui, c'est ça. Il y avait un petit peu moins de 2 secondes d'écart dans un sens, il y en a un petit peu moins de 2 maintenant dans l'autre sens, donc en fait c'est ça, c'est à peu près 4 secondes. Oui, Christian. José, petite information, retour au ralenti de Ricardo Patrese. Oui, Patrese qui s'était déjà arrêté donc à 2 reprises et qui ne figurait plus en bonne place dans le classement. Le classement qui donc juste avant la mi-course est le suivant. Voilà, c'est Patrese arrêté à son stand. Donc premier Senna, deuxième à un petit peu plus de 3 secondes Prost, troisième à environ 25 secondes Berger, quatrième Piquet, cinquième Alboreto et sixième certainement Alessandro Nannini. José, oui. Avec Thierry Boutsen, alors des ennuis d'électronique, on a vu que vous changiez les boîtiers. En fait, c'est vraiment pas un circuit fait pour les atmosphériques. Non, mais depuis le début de la course, j'ai un gros problème avec le moteur. Il tournait sur 6 ou 7 cylindres. Je me suis fait rater 2 fois pour essayer de réparer, mais je crois que c'était un mal assez grave. J'ai continué comme ça. Je suis ressorti des stands quand Sandro devait s'arrêter pour changer de pneu pour lui laisser la place. Et puis le moteur a cassé tout simplement. J'ai même pas pu ramener la voiture au stand. Vous faites une saison absolument magnifique. C'est pas un petit peu frustrant de se retrouver toujours derrière en déployant des efforts énormes? Mais j'aurais voulu faire une belle course ici comme j'avais fait les courses précédentes. Malheureusement, on ne peut pas terminer toutes les courses. Les McLaren peuvent, mais nous autres pas encore. Merci Thierry.
C'est la cravache maintenant. Voici Nelson Piquet au stand pour son changement de roue. Presque pile à mi-course puisque 39 tours ont été bouclés sur les 80. les Lotus équipés d'un tout nouveau système maintenant d'amortisseurs en exclusivité fait par Bilstein. Des amortisseurs qui sont gérés au niveau de leur tarage électroniquement pour les virages lents comme celui-ci ou bien les virages rapides, le plein d'essence ou lorsque la voiture s'allège. C'est une solution intermédiaire entre la suspension dite active. Oh là là, un petit embouteillage ici. Il y a du monde là, oui. Où Senna a perdu du temps, j'ai l'impression. À l'inverse de la situation du début de course où c'était Alain qui en avait fait les frais. Oui, c'est vrai, c'est possible que Prost va cette fois profiter de... Ah oui, mais alors ça se passe pas très bien parce qu'il y a Gugelmin qui double l'Eurobrun là de la Raouri, mais ça a été. Non, Prost n'a pas été gêné dans cette affaire. Senna donc a lui été contraint de perdre un petit peu de terrain par rapport à Alain. C'est vrai que c'est l'inverse de ce qui s'était passé en début de course, mais ça n'a pas été aussi net, hein, quand même, loin sans faute. José. Oui, Christian. Alors je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les circuits, qui est pourtant là sur lors de tous les Grands Prix. Patricia Boutsen. Patricia, vous suivez Thierry sur tous les Grands Prix. C'est pas trop dur, on réussit à banaliser le risque finalement. Oui, on y parvient. C'est un peu, on est un peu anxieux, mais ça va, on s'y habitue. Thierry fait une saison absolument fantastique, pourtant c'est impossible d'arriver à être devant. Oui, il fait une très bonne saison et on espère que ça pourrait continuer. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas comme ça, mais on espère à l'avenir ça continuera. Merci Patricia. Voilà, vous le voyez au ralenti maintenant. Régis Forissier nous montre le doublage des attardés par les leaders auxquels nous avons assisté tout à l'heure. Nous voici nouveau à l'orée de la ligne droite. Le 41e tour est en cours, c'est-à-dire que nous sommes entrés maintenant, Patrick, dans la deuxième moitié du Grand Prix de France. Les pilotes sont équipés de pneus neufs, frais, enfin, en tout cas, et donc tout est en place maintenant pour que nous assistions à l'envers à ce qui s'est passé pendant la première moitié de la course, c'est-à-dire que nous avons vu Senna chasser derrière Prost, et bien maintenant c'est l'inverse, c'est Prost qui chasse derrière Senna avec à environ 2 secondes à peu près de retard. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les positions vont rester stables ou bien au contraire est-ce que Prost va réussir lui dans l'entreprise à laquelle Senna a échoué tout à l'heure, c'est-à-dire à rattraper son retard? Oui, ils sont tous les deux à la cravache. Les voitures sont très voisines l'une de l'autre et les performances réalisées le démontrent. Donc il sera vraisemblablement difficile pour Alain de pouvoir revenir et dépasser Senna. Oui, à la régulière. À la régulière. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que malheureusement, il y a en effet une bonne chance, mais enfin on est encore beaucoup trop loin de l'arrivée pour faire des supputations. Il peut se passer encore 1000 choses. Les voitures commencent maintenant à s'alléger. Ils vont certainement de nouveau régler le comportement des amortisseurs. Ils peuvent le faire eux manuellement, c'est-à-dire qu'ils modifient le tarage et les voitures s'allégeant, étant moins lourdes, les amortisseurs maintenant deviennent un petit peu plus mous, donc leur donnant une meilleure adhérence, surtout dans les virages lents. Voilà, explication dans tous les détails. Vous en connaissez autant que les initiés, les plus fanatiques de la Formule 1 grâce à Patrick Tambay. Oui, Christian. Avec Gérard Ducarouge dans le stand Lotus. Alors Gérard, on aimerait avoir une petite explication. McLaren, Lotus, même moteur et pourtant des performances très différentes. Très différentes entre McLaren et Lotus. Pourtant vous avez le même moteur. Pourquoi? Je pense qu'ils ont une meilleure châssis et pour l'instant je pense que nous sommes tous aussi bien ferrés que nous Lotus. Essayons de revenir au point de vue performance sur les McLaren. Vous avez réussi à cerner le pourquoi de cette suprématie des McLaren? Pourquoi elles vont si fort alors? Alors, si nous l'avions fait, je pense que cette différence n'existerait plus, mais je pense que ce sera relativement long pour nous de revenir comme pour Ferrari. Qu'est-ce que Gérard Ducarouge va faire à la fin de la saison? Ben, je ne sais pas, il fera de la Formule 1 l'année prochaine, c'est sûr. Dans une équipe française? Je ne sais pas encore, je pense qu'il faut attendre un peu. Merci Gérard. En tout cas, Senna, lui,
n'est pas en position d'attendre. Il cravache, comme disait Patrick tout à l'heure. Il est à la cravache et derrière lui, Alain Prost aussi. Vous avez vu l'effet d'élastique à jouer là. L'écart était de 3 secondes. Il était descendu à un petit peu moins de 2. Il est remonté à un petit peu plus de 3. Les deux pilotes, on peut dire, font pratiquement jeu rigoureusement égal. Le 44e tour vient d'être complet. L'écart est de 2 secondes 9. Le record du tour pour Alain Prost en 1:11 et 7. Il a réussi maintenant, enfin ils ont tous les deux réussi à se dégager de ce petit groupe qui bagarre ferme, Capelli et Nannini, les deux Italiens. Oui, en effet, ça c'est pour la 6e place, c'est-à-dire un point au championnat du monde, chose même important donc. La 6e place donc disputée entre Capelli sur la marche à moteur Judd et Nannini sur la Benetton à moteur Ford, deux voitures à moteur atmosphérique, sont les deux mieux classés des pilotes qui disposent de ce genre de machine, alors que Piquet lui est toujours 5e et que Alboreto et Berger occupent toujours respectivement la 4e et la 3e place. Prost à Senna maintenant à l'écran en ligne de mire et c'est la défonce totale dans tous les compartiments du jeu, freinage, changement de vitesse, réaccélération, vitesse de passage en courbe. Ils sortent tout ce qu'ils ont au registre de leur pilotage. Oui, c'est la lutte entre le magicien et le professeur, entre deux surdoués du pilotage en tout cas, un duel de titans véritablement, on peut le dire sans abuser des mots, car je crois, Patrick, qu'on peut dire que Senna et Prost sont bien les deux grands pilotes qui dominent la Formule 1 à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Oui, il faudrait que McLaren fournisse des châssis un petit peu à l'ensemble du plateau et qu'on obtienne presque une formule monotype pour pouvoir juger correctement de ses propos, car il y a certainement des pilotes de grand talent qui sont équipés de machines moins performantes derrière, mais en tout cas ces deux-là savent en tirer le meilleur parti. Oui, disons que s'ils sont là, ce n'est pas par hasard, et si McLaren, qui est l'équipe de pointe en ce moment, ici c'est Capelli, Caffi, pardon. Effectivement, Caffi avec la Dallara qui ressort des stands. Donc je disais que si Prost et Senna sont l'un et l'autre au volant des meilleures voitures du moment, ça n'est évidemment pas un hasard, c'est qu'ils ont été choisis par l'écurie la plus puissante de l'heure, parce que cette écurie estimait qu'il s'agissait des deux meilleurs pilotes de l'heure, à tort ou à raison. Prost s'est rapproché. J'espère qu'il ne sera pas gêné par Martini, pas trop en tout cas. Il va pouvoir bénéficier de l'effet d'aspiration ici important, en tout cas dans les premiers 100 mètres de cette ligne droite. Oui, là l'écart s'était beaucoup réduit. Il est à peine supérieur à 1 seconde maintenant. Voilà derrière le troisième à 34 secondes. Prost est passé à l'offensive, on peut le dire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le dernier chrono des deux hommes. 1:13:38 pour Senna, 1:12:09 pour Prost. Oui, Christian. Avec Philippe Streck, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable de prendre un bain d'essence. Effectivement, le réservoir d'essence s'est éventré dans les premiers tours et petit à petit le cockpit s'est rempli d'essence. Je finissais par nager dans une mare d'essence et vraiment j'ai essayé de tenir pendant quelques tours, mais c'était intenable et j'étais obligé de m'arrêter au stand et d'abandonner. Pourquoi vous vous êtes pas arrêté tout de suite? Au départ, je pensais que je pourrais tenir. Oh là 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 là, le plat de Senna qui a vraiment retardé son freinage un petit peu trop, vous l'avez vu, et qui a bloqué sa roue avant droite. Alors on va le revoir ici au ralenti grâce à Régis Forissier, merci, et Christian Domila qui nous ont remontré cette phase de course. Ça, c'est peut-être important, Patrick, non? Oui, pas trop. C'est un endroit où donc le pneu intérieur, la roue intérieure a tendance à se délester puisque Senna rentre sur le virage, sur les freins, et dès que le pneu perd du poids et qu'il perd son adhérence avec la route, eh bien il s'allume. Vous avez pu voir que Senna a relâché la pression sur la pédale de frein, que le pneu a repris de l'adhérence et qu'il a de nouveau augmenté la pression. C'est pour ça qu'on a vu deux petits nuages de fumée. Il était gêné par Dalmas, je crois, à ce moment-là. En tout cas,
La lutte entre Senna et Prost est aussi acharnée que celle que se livrent Alboreto et Berger avec les Ferrari, vous le voyez. C'est un petit peu surprenant car jusqu'à présent, eh bien, voilà, on va voir ici d'ailleurs un doublage, effectivement. Voilà. C'est Alboreto qui passe Berger. Ça c'est surprenant car jusqu'à présent, eh bien, Berger avait eu largement le dessus sur son coéquipier italien. Il semble qu'il ait peut-être un petit problème ici. Je crois qu'il a de nouveau vraisemblablement réusé ses pneus puisque il était premier à s'être arrêté tout à l'heure. En tout cas, Alboreto a pris le dessus pour l'instant, en tout cas sur Berger, et Senna conserve le dessus sur Prost, mais vous l'avez vu dans ce freinage limite du leader, eh bien il suffirait de pas grand chose pour qu'il se passe justement quelque chose d'important, car les deux hommes donnent le maximum et plus encore. Quelle bataille! José? Oui, Christian? Dans le stand Williams avec Bernard Cazin, directeur sportif de Renault. Une grande nouvelle qui nous a fait tous plaisir, le retour de Renault. Alors vous pouvez nous dire, vous en êtes où du développement moteur? J'ai pas entendu la question. Vous en êtes où du développement moteur? Eh bien écoutez, on en est en période première, initiale, puisque pour l'instant ce moteur n'a tourné qu'au vent. Mais au banc, c'est satisfaisant, la puissance. On est à combien de tours actuellement au banc? On n'en est pas encore à avoir une puissance maximale optimale, puisque nous en sommes en période de développement. Donc on passe les régimes progressivement, on n'en est pas encore du tout à mesurer les puissances à très haut régime. Enfin, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Je pense que d'ici 2 mois, on fera le montage sur la voiture. Et puis pour la fin de l'année, les premiers essais avec Williams. Merci beaucoup. Pendant que Bernard Cazin nous parlait, eh bien, nous avons vu que la Lola Larus-Calmes de Philippe Alliot était poussée par les commissaires sur le bord de la piste, alors que c'est ici la Williams de Mansell qui est arrêtée. Décidément, les Williams sont toujours à la recherche. C'est un problème de suspension à l'arrière gauche, José. Oui. On remarque un angle assez curieux au niveau de cette roue. Pour le moins curieux, c'est vrai. La roue semble ne pas occuper une position bien normale. Et Prost s'est rapproché. Prost, dans le sillage de Ayrton Senna, pratiquement, ça devient absolument palpitant. Regardez. Il essaie de grignoter centimètre par centimètre. C'est le mano à mano tant attendu. Sans commentaire. Oui, je crois que ces images sont tellement prenantes, tellement saisissantes qu'elles se passent largement de commentaires et nous vous les laissons à dessein. Regardez sans parler. Senna devant, Prost derrière. C'est le moment. Il pousse son attaque là en ce moment. Une 11,746 au dernier tour pour Prost, une 12,198 pour Senna. Prost un peu plus rapide. 0,8 centièmes d'écart. Voilà, encore 4 dixièmes de grignoté par Prost au cours de ce 51e tour. Ceci dit, si Senna ne fait pas de faute, pas d'erreur, ici la voiture de Mansell, et il sera très difficile de le dépasser. Le seul endroit éventuellement possible, ce sera le freinage en bout de ligne droite des stands, mais avec une énorme prise de risque. Oh, quel effort a dû accomplir Prost pour revenir comme ça pratiquement dans le sillage de Senna. Pour l'instant, apparemment, aucune indication ou contre-indication quant à la consommation. Non, c'est la bagarre vraiment à couteau tiré. Formidable bataille entre les deux leaders de la course qui sont aussi, bien sûr, les deux leaders du championnat. 3 victoires pour Prost, 3 victoires pour Senna jusqu'à présent. L'égalité est parfaite. Et regardez comme cette égalité est quasiment parfaite également sur la
piste du circuit Paul Ricard. 2 longueurs à peine qui séparent les deux voitures, et même plus maintenant à cause de l'effet d'élastique, mais ils vont reprendre leur distance dans la ligne droite. Écart en dessous d'une seconde quand même. Prost avantagé dans cette petite ligne droite, mais légèrement désavantagé lorsque les voitures arrivent en courbe, car il y a beaucoup de turbulences aérodynamiques de la voiture qui précède. Voilà, ça c'est effectivement une remarque extrêmement intéressante de la part de Patrick Tambay, car tout le monde évidemment ne peut pas savoir que lorsque on suit une Formule 1 de très près, eh bien le sillage de celle-ci perturbe la tenue de route de l'autre. Prost semble avoir des trajectoires un petit peu plus tendues que Senna. Il utilise donc un petit peu moins de route, peut-être pas là sur le virage du pont. Quel suspense en tout cas, formidable Prost, mais aussi formidable Senna bien sûr. Vous avez vu encore comme la McLaren du leader a littéralement tremblé sous la force, la violence du freinage qu'il lui a imposé. Les freins semblent fonctionner de manière identique sur les deux voitures. Oui, ce sont des freins en carbone, rappelons-le, des freins qui ont été conçus et qui sont fabriqués par une entreprise française d'ailleurs, la SEP. Alboreto, j'imagine, en médaillon, et qui est maintenant distancé. Il passe maintenant donc sur la ligne droite d'arrivée, alors que les leaders en sont à revenir sur le pif-paf. Il se trouve donc à 45 secondes. Prost qui se fait de plus en plus pressant dans le sillage de Senna, mais il en faut plus évidemment pour impressionner celui-ci. Ce n'est plus un débutant, Senna, même s'il est encore loin d'avoir l'expérience du double champion du monde. Il a tout de même commencé sa carrière de pilote de Formule 1 dès 1984, et puis surtout il court, il fait de la compétition depuis l'âge de 8 ans. En kart, bien sûr, c'est vous dire qu'il a accumulé les kilomètres en course et qu'il ne saurait se laisser impressionner, même si c'est Prost qui le harcèle. Oui. Une question à Patrick. En ce moment, est-ce qu'Alain a la possibilité de tourner la manette de suralimentation et de passer Senna, au risque bien sûr de consommer trop, ou est-ce qu'ils sont tous les deux au maximum de la suralimentation autorisée, c'est-à-dire de bar 5? Si Prost a la possibilité d'utiliser le service plus, comme on l'appelle, donc l'overboost, eh bien Senna a cette possibilité-là également. Donc je crois que là, à l'heure actuelle, ils sont tellement voisins en performance l'un de l'autre qu'ils sont au maximum tous les deux. Et apparemment aucune contre-indication au niveau de la consommation. Oui, ça semble pas effectivement être un facteur qui était de nature à inquiéter les techniciens de l'écurie McLaren Honda. Mais enfin, il n'avait peut-être pas prévu que la lutte serait aussi chaude ni aussi longue entre leurs deux pilotes, car c'est véritablement la première fois cette saison qu'ils se mesurent comme ça, directement, roue dans roue, aussi longuement, n'est-ce pas Patrick? Le museau sous la boîte voilà. Du freinage de ce raccordement. Mais sur cette ligne droite, je trouve un petit désavantage. Il a l'avantage de l'aspiration, et malgré tout, l'écart semble rester le même. Ah non, les deux moteurs sont très voisins, puisqu'à l'aspiration, il revient suffisamment. C'est la première fois qu'il est aussi près. Là, l'avant de la voiture s'est trouvé légèrement délesté dû aux turbulences. C'est pour ça qu'il a perdu un petit peu de terrain. Il reste 25 tours. Il reste 25 tours et rien, décidément, rien n'est joué dans ce Grand Prix de France, littéralement haletant, que se disputent Senna et Prost avec un rare acharnement. Le classement, donc au 55e tour. Derrière Senna et Prost, Alboreto à 49 secondes. Berger dans ses roues, donc à 8 dixièmes. 5e, eh bien, il ne l'est pas encore. 5e Nelson Piquet. Et 6e Nani. Déjà, bien sûr. Bien sûr, car la course, l'intérêt de la course est bien naturellement encore. La pression est terrible. Est-ce qu'il va pouvoir le passer à la sortie? Ah non, mais en tout cas, il est vraiment pressant là maintenant. Il est vraiment littéralement
dans la boîte de Senna. Senna est aux abois. Absolument. Il vient sur l'extérieur. Alain n'arrive pas à se positionner suffisamment bien à l'intérieur pour pouvoir réaccélérer plus tôt, mais ça ne saurait tarder. Oh, quelle bataille, vraiment, là il le pousse à la faute, Alain, il est vraiment froidement décidé, on le sent, et puis on imagine que ça boue un petit peu sous le casque de Senna. Senna qui a eu une mésaventure semblable il y a quelques tours, peut-être un petit peu trop de frein sur l'avant. Ceux-ci ont une manette à bord de la voiture qui leur permet de régler la répartition de freinage, c'est-à-dire diminuer le potentiel des freins, ou bien sur le train avant ou bien sur le train arrière. À force de faire des plats comme ça sur le pneu avant droit, Patrick, est-ce que Senna ne risque pas quand même de dégrader le comportement de son châssis? D'une part, et ensuite d'avoir une faiblesse sur cette roue qui aura tendance de plus en plus à vouloir bloquer. Patrick, avec Jean-Pierre Pernaut, un duel absolument fantastique, hein, Jean-Pierre. On continue d'ailleurs à suivre les images. C'est superbe de voir ces deux voitures, la 12, la 11 juste derrière. Il y a eu une petite erreur de Senna tout à l'heure au bout de la ligne droite. Il a un peu bloqué les roues. Et je trouve que c'est absolument superbe. Oui, c'est le duel absolument idéal, celui que l'on attendait avec une impatiente curiosité depuis le début de la saison. Là, les deux hommes se sont véritablement jetés de toute leur force dans la bataille. Ils se sont lancés un défi à 100% de leurs possibilités. Pas d'économie de moyens, pas de tactique. Là, c'est l'attaque à outrance, une course à panache telle qu'Alain Prost vous l'avait promise d'ailleurs. C'est le même duel aussi, José, entre Alboreto et Berger sur les deux Ferrari, bien entendu distancés par les deux McLaren, mais c'est le même duel à mano à total. C'est un circuit ici qui permet ce genre d'effort. Apparemment, Alboreto, lors du dépassement de Berger tout à l'heure, a dû bénéficier d'une erreur de celui-ci, peut-être une vitesse manquée, car maintenant Berger est revenu dans les roues d'Alboreto et s'y maintient. Oui, et Prost, lui, se maintient dans celle de Senna toujours. Il le pousse, il le presse. Il a pris un petit peu de trottoir, là, vous l'avez vu, enfin la bordure, plus exactement. La McLaren a très sauté, mais rien de grave, bien entendu. José? Oui, Christian. Une information intéressante, Mansour Roger vient de me dire, ils sont à la limite au niveau consommation, Mansour. Donc ça va être juste à cette cadence-là, et puis il faut voir comment les pneus de Ayrton vont, s'il va durer avec 20 tours encore avec les 20 pneus, mais ils sont juste pour l'instant en consommation. Oui, je m'en doute. Mansour Roger, bien sûr, et s'inquiète certainement sur le sort de ces voitures, car il se dit peut-être qu'à cette cadence-là, si ça continue comme ça jusqu'au bout, eh bien, qui sait, une énorme surprise peut-être pourrait nous attendre vers le dernier tour, mais il faut souhaiter surtout que ça ne se produise pas. Il faut souhaiter justement. Ce qui est intéressant, José, c'est que Mansour a perpétuellement les yeux rivés sur les ordinateurs, et étant co-actionnaire de McLaren, bien sûr, il a accès à toutes les informations. Bien sûr. Alors ce qui se passe, c'est ce que nous avons essayé de montrer tout à l'heure dans Automoto, c'est que les ingénieurs motoristes de chez Honda maîtrisent, grâce à la télémétrie, tous les paramètres du moteur au niveau consommation, au niveau température et au niveau pression de suralimentation. Et ceci par l'intermédiaire d'une caméra de télévision envoie ces informations à Ron Dennis qui lui répercute les ordres à ses pilotes. Alors maintenant, qui est-ce qui consomme le plus de l'un ou de l'autre? On ne sait pas. Patrick? Oui. Alors regardez là le bas du panneau qu'on va passer, hein, dans l'équipe McLaren en bas. Boost 4. On demande donc aux pilotes de réduire le boost. Ah oui, demande à Senna le boost, c'est la pression de suralimentation en anglais. Ça veut dire qu'effectivement les techniciens redoutent une consommation excessive et qu'ils demandent à leurs pilotes qu'ils réduisent, ce qui est possible grâce à une manette au tableau de bord, qu'ils réduisent donc la pression de suralimentation. C'est ce qui conditionne la puissance que délivre le moteur. Ici c'est la Zack Speed Schneider qui est arrêté. Donc probablement effectivement que l'information que Mansour Roger a donnée, Piqué en difficulté au freinage. Oui, et puis du coup Senna aussi, parce que vous l'avez vu, il n'avait pas prévu que Piquet freinerait autant ou aussi fort ou aussi tôt. En tout cas, il a failli percuter. Il se dégage sur la trajectoire à l'extérieur à droite. Oh, quelle course extraordinaire.
Christian, est-ce que l'information boost, réduction de boost est passée sur les deux voitures? Est-ce que l'information est passée à Senna et à Prost également? Je crois qu'il s'affiche. Prost attaque, Prost est passé. Oui, c'est réussi. Prost est passé, oui, à la faveur du doublage de la Minardi. Et bien Prost a réussi ce que l'on croyait presque impossible. Il a réussi à reprendre la tête de ce Grand Prix de France. Et ce, non pas d'ailleurs parce que Senna a obéi à l'injonction du panneau et a baissé la pression de suralimentation de sa voiture, car le doublage ne s'est pas produit dans une voie. Regardez l'attaque de Senna. Senna ne se tient pas pour battu, bien sûr. Senna ne se tient pas pour battu. Il a essayé là de prendre Prost au freinage. Il n'a pas réussi, mais il reste encore 20 tours à couvrir. Et vous le voyez, rien n'est fait. En tout cas, formidable opportunisme de dépassement là ici maintenant. Non, il n'est pas en position d'attaque, il a juste essayé comme ça pour se faire plaisir, mais ce n'était pas possible. En tout cas, on a vu avec quel formidable opportunisme Prost a saisi l'occasion du doublage de la Minardi, doublage qui avait failli lui être fatal en début de course, vous vous en souvenez, quand il lui avait coûté pratiquement toute son avance sur Senna. Et bien là, c'est le contraire qui s'est produit. Il s'est littéralement jeté dans le trou alors que Senna lui était bloqué par la Minardi, et il a repris le commandement de ce Grand Prix à 20 tours de l'arrivée. Confirmation José, regardez le panneau qu'on a passé il y a un instant à Prost, juste après son dépassement, boost 4 aussi pour Prost. Ils sont maintenant gênés par la Dallara de Caffi. Oui, Senna est en train de se faire décrocher là maintenant. En tout cas, boost 4, oui, qu'est-ce que ça signifie? Donc nous avons commencé à nous l'expliquer tout à l'heure. Eh bien, boost, c'est donc la pression de suralimentation. 4, ça veut dire de la réduire parce qu'en fait, il y a 8 positions à la manette du tableau de bord qui commande justement la pression de suralimentation dans les McLaren Honda. Donc, la pression maximale, c'est sur la position 8. La position 6, c'est celle sans doute qui était utilisée par les pilotes jusque-là. La position 4, c'est celle qu'on leur demande maintenant d'observer, c'est-à-dire de la réduire. Voilà, donc Prost a repris le commandement de ce passionnant, de ce fantastique Grand Prix de France, alors que 18 tours restent à couvrir. Et après une petite page de publicité, nous terminerons ensemble et avec eux ce fabuleux Grand Prix de France. L'énergie d'une passion. En direct depuis le circuit Paul Ricard, où à l'instant même, ou dans quelques instants, on va passer à Ayrton Senna, le panneau boost, pression de suralimentation à 3. Numéro 3, effectivement, ce que nous disait tout à l'heure Mansour Ogier se vérifie, les McLaren ont des problèmes de consommation. Et oui, la bataille a été trop rude probablement, et de même que les hommes ne se sont pas économisés, eh bien ils n'ont pas non plus économisé leur carburant. Donc, alors que 15 tours encore restent à couvrir, le classement de ce Grand Prix de France, Prost en tête avec 2 secondes d'avance très exactement sur Ayrton Senna, et l'un comme l'autre donc en difficulté un petit peu en raison d'une consommation alarmante qui, si elle n'était pas stoppée ou réduite plutôt, eh bien risquerait de mettre en péril leur victoire. 3e et 4e place toujours pour les Ferrari d'Alboreto et de Berger. Donc 5e Nelson Piquet, 6e Nannini sur la première des voitures à moteur atmosphérique, 7e Nakajima, 8e le jeune brésilien Gugelmin qui débute cette année en Formule 1 où il fait fort bonne figure donc. Alors que Yannick Dalmas lui occupe la 13e place au volant de la Lola Larousse-Calmels qui est encore en course, celle d'Alliot ayant abandonné, de même que l'AGS de Philippe Streff. Patrick, est-ce que vous croyez que dans la chaleur de la lutte, les deux hommes vont obéir aux injonctions de leur stand et vont baisser leur pression de suralimentation? J'ai l'impression que c'est peut-être justement en panotant un boost 3 la façon pour Ron Dennis de prévenir Ayrton Senna que les positions sont maintenant figées. Il est peut-être possible que celui-ci ait consommé plus qu'à la France. C'était le cas à plusieurs reprises.
Son pilotage à petit coup d'accélérateur devrait indiquer qu'il consomme plus qu'Alain, qui est beaucoup plus coulé sur ce type de circuit. Je pense que c'est un moyen psychologique de contrôler ces deux pilotes maintenant sur un résultat. Patrick? Oui, Christian. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, mais moi j'ai des éléments supplémentaires. Je suis juste derrière Ron Dennis et je l'ai vu tout à l'heure qui faisait des signes à son ingénieur en disant c'est pas possible, ils sont pas raisonnables, etc. Ça va mal se terminer si on réduit pas au niveau de la consommation, si on réduit pas la pression. Je crois que c'est réellement un problème de consommation. Probablement, mais ça ne fait que commencer de toute façon, puisque ce genre de bataille va maintenant durer, je crois, jusqu'à la fin de la saison. L'avantage psychologique pris par l'un sur l'autre sera déterminant. Et aujourd'hui, Prost marque quelques points à ce niveau-là. Oui, car Prost, vous le voyez, creuse l'écart maintenant. L'écart est repassé au-dessus de 2 secondes et très largement même. Donc bien sûr, Alain n'est toujours pas à l'abri d'un retour d'Ayrton. Vous avez vu à l'occasion des doublages que lorsque les écarts se maintiennent à des valeurs de l'ordre de 2 ou 3 secondes, eh bien tout peut être remis en question d'un instant à l'autre sur un incident court, sur un doublage mal réussi, sur une construction involontaire naturellement, mais maladroite d'un autre pilote. Donc rien de fait, rien de décidé assurément, mais tout de même, Patrick, je crois qu'on peut dire maintenant qu'il semble qu'Alain ait la course en main. Oui, sauf si les éléments techniques de sa voiture sont erronés. Alboreto donc toujours devant Berger, mais vous le voyez, ils sont déjà presque à un tour. Ils ont déjà presque un tour de retard sur les 2 McLaren de tête, les 2 Ferrari. J'imagine qu'à la fin de la course, les commissaires techniques de la FISA, comme à Montréal, démonteront intégralement la voiture du vainqueur pour justement confirmer la crédibilité sportive et technique de la Formule. Oui, car vous le savez, bien sûr, puisque nous avons évoqué depuis un moment ce problème de consommation, eh bien, les voitures à moteur turbo, le règlement stipule qu'elles ne peuvent disposer que d'un réservoir d'une capacité maximale de 150 litres. Alors évidemment, ça, c'est le règlement, mais le règlement, ma foi, on peut tricher. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Et si par exemple on cachait un petit réservoir supplémentaire d'une dizaine de litres, voire même de 5 litres quelque part dans un endroit bien caché de la voiture, eh bien c'est de nature quelquefois évidemment à vous donner un bon coup de main. Et c'est ce que les commissaires techniques de la FISA sont chargés de surveiller, c'est que naturellement personne ne triche et que personne n'enfreigne la règle. Et comme les consommations sont extrêmement critiques, puisque vous pensez bien, l'année dernière, les voitures à moteur turbo, les pilotes des voitures à moteur turbo disposaient de 195 litres pour couvrir la distance des Grands Prix, et maintenant ils n'ont plus que 150 litres. Ça fait donc une diminution considérable, alors que le rythme, la cadence, les temps autour n'ont que très peu diminué. Eh bien, ça représente naturellement un effort et un progrès technique absolument considérable, et d'ailleurs absolument admirable aussi. Mais naturellement, ça oblige à renforcer encore la surveillance pour s'assurer que toutes les voitures sont bien conformes au règlement. La commission technique a d'ailleurs engagé 4 ingénieurs à plein temps, et ceux-ci se répartissent le travail de surveillance, et c'est irréprochable, je crois, quant à la tenue du règlement. En tout cas, 69 tours couverts, 70 tours couverts, c'est-à-dire que maintenant plus que 10 tours avant la fin de ce Grand Prix de France. Et Prost toujours en tête avec une avance qui atteint maintenant presque 2 secondes et demie sur Ayrton Senna. Je crois que apparemment les positions ont l'air de se stabiliser. Il semble que les pilotes McLaren aient obéi à l'injection de leur stand et ont effectivement abaissé leur pression de suralimentation, puisqu'ils tournent maintenant l'un et l'autre au-dessus de 1 minute 13 secondes au tour, alors que tout à l'heure ils tournaient plutôt dans les 1:12. Donc ils ont un petit peu levé, non pas levé le pied, mais abaissé la pression de suralimentation, c'est-à-dire la puissance, autrement dit, de leur moteur.
Les Ferrari, donc 3e et 4e, certes, mais avec presque un tour de retard maintenant sur les deux McLaren, qui ont mené donc un train d'enfer. 5e, Piquet, 6e, Nannini. Voilà les hommes dans les points pour le moment, à 10 tours de l'arrivée donc du Grand Prix de France. Oui, Christian. Avec Emmanuel Bada, champion du monde de karaté, c'est pas vraiment la place d'un karatéka, mais qu'est-ce que vous pensez de ce duel fantastique entre Prost et Senna? Je trouve ça très sympa parce que ça donne un peu de piment au championnat du monde et ça permet à tous les championnats de suivre attentivement et bon, malgré tout de prendre parti pour Alain Prost parce qu'on aimerait quand même que ce soit lui qui gagne. C'est lui qui va être champion du monde? J'espère de tout cœur. En tout cas, Alain Prost s'apprête à prendre un tour maintenant à Gerhard Berger. Nous l'avons vu dans la ligne droite du Mistral se mettre en position de doubler la Ferrari. Ce n'est pas encore fait. Nous l'avons aperçu là-bas au bout du double droit. Mais ça ne saurait plus tarder. Berger donc qui va subir l'affront de se faire doubler par le leader. Ce qui ne doit pas être très agréable quand on a le tempérament d'un champion comme le fier pilote autrichien. Mais enfin, il n'en est pas responsable, lui. C'est sa machine qui, certes, ne lui permet pas de lutter d'égal à égal avec le champion du monde. Mais pas plus les Ferrari que les autres, d'ailleurs, empressons-nous de le dire, ne sont en mesure de lutter à armes égales avec les extraordinaires McLaren Honda. Voilà, c'est fait. C'est fait maintenant. Prost a pris un tour à Berger et il parviendra probablement à faire subir le même sort à Alboreto qui roule là-bas quelques dizaines de mètres devant lui encore d'ici à la fin du Grand Prix, puisque il couvre maintenant son 72e tour et qu'il y en a 80 à couvrir. Senna, dire qu'il a admis la défaite, c'est sans doute trop dire, mais enfin, il semble probablement qu'il n'est plus en mesure techniquement de pouvoir menacer vraiment Prost, à moins qu'il cache son jeu et que peut-être dans les deux derniers tours, je ne sais pas, Patrick, est-ce qu'on peut envisager ça? Peut-être que dans les deux derniers tours, s'il constate qu'il a économisé suffisamment d'essence pour remettre au contraire de la façon sur alimentation et essayer de surprendre le champion du monde in extremis, peut-être que ça nous réserve quand même une fin de course au sprint, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, mais j'en doute. Il a été très difficile pour les départager à la régulière. Vous avez vu que les dépassements se sont faits en ce qui concerne Prost au stand. Ensuite, il a réussi à s'infiltrer, à prendre l'avantage et prendre par surprise Senna pour reprendre la tête. Donc, je ne pense pas que l'un et l'autre soient en mesure maintenant de modifier leur position. Mais il est malheureusement dommage que le manque d'essence puisse être l'arbitre de cette bagarre qui aurait pu encore durer une dizaine de tours sans cela. Effectivement, ça nous a peut-être privé d'une fin de course encore plus haletante, mais enfin, rien n'est terminé quand même, Patrick, parce que l'écart n'est tout de même que de 2 secondes 6. Certes, il va en s'accroissant régulièrement, peu mais régulièrement, et certes, il semble bien que Prost est en train de s'envoler vers la victoire, une victoire qu'il aurait vraiment chèrement acquise d'ailleurs, mais nous n'en sommes pas encore là. Il faut se garder d'émettre des pronostics dans les fins de course comme ça, d'autant plus que celle-ci a été menée à un train d'enfer et qu'il est vraiment impossible de deviner si le fait d'avoir réduit les consommations depuis 10 tours sera suffisant pour permettre et à Prost et à Senna de rejoindre l'arrivée sans être contraint d'observer un ralentissement beaucoup plus drastique. José, oui. On vient de passer le panneau fuel, essence, comme vous le voyez d'ailleurs, le mécanicien l'a juste enlevé. Oui, nous voyons très bien, effectivement, Christian, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, c'est critique. Ça veut dire que véritablement, Senna... Même cas, même chose, José, pour Prost. Voilà, même chose pour Prost, c'est la même chose évidemment puisqu'ils ont roulé tous les deux à la même allure et même si Patrick effectivement faisait observer la juste raison. Oui, que la conduite du coulé d'Alain lui permettait peut-être de consommer un tout petit peu moins d'essence que celle de son rival. Eh bien, tout de même, ça veut dire que
les deux hommes sont dans une position critique et qui ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Suspense donc haletant jusqu'au bout. Tout à l'heure, c'était l'intensité de la bataille. Voilà, Senna est le premier à avoir vraiment levé le pied, José. Oui, effectivement, il a beaucoup levé le pied même. Il a beaucoup levé le pied. L'écart tout d'un coup s'est considérablement accru. Au 75e tour, il est passé maintenant à presque 12 secondes. Effectivement. Donc Senna a compris que maintenant il faut, s'il veut terminer, il faut qu'il termine pratiquement au ralenti. Je pense on le voit dans les roues de la Rial là. Je pense que le panneau fuel doit vouloir dire position gelée. Oui, Patrick. Oui, question à vous. On le pressentait tout ça. D'ailleurs, ce matin, dans Automoto, nous avions posé la question à Alain Prost. Nous lui avons dit est-ce que c'est de la fiction, est-ce que on peut envisager une course où tous les deux mettant trop de pression de suralimentation, vous puissiez en fin de course tomber en panne parce que finalement finir 3e ou 4e ou 5e, ça vous intéresse pas, ce que vous voulez, c'est gagner. Et Alain Prost avait dit oui, peut-être pas ici au Paul Ricard, mais pourquoi pas en Australie ou au Japon en fin de saison. On pourrait voir une McLaren tomber en panne descente. Espérons que ce ne sera pas ici à la fin de ce Grand Prix de France et souhaitons surtout que cette magnifique bataille ne s'achève pas en queue de poisson par une misérable panne d'essence. Ce serait vraiment une terrible déception après une course à panache comme celle que nous avons vécue. Écart 13,68. Alain a baissé le rythme aussi, il tourne en 1,14 maintenant alors que Senna lui est en 1,15. Mais Berger lui aussi a baissé son rythme, il tourne en 1,16 car lui aussi doit redouter une panne d'essence. Donc c'est vous dire que tout le monde a jeté tous ses feux dans la bataille. C'est vous dire que maintenant on fait les comptes et que ma foi on termine comme on peut. En tout cas, quelle bataille superbe. Alain a été fidèle au rendez-vous. Le rendez-vous qu'il avait donné à Ayrton Senna et à tout le monde sur le circuit Paul Ricard. Il avait dit, vous verrez, lorsque on va revenir sur les grands circuits classiques, sur les tracés rapides, eh bien vous verrez que je serai à la hauteur. Vous n'avez pas de soucis à vous faire à mon sujet. Je saurai lutter avec Senna d'égal à égal. Il est en train de le prouver aujourd'hui avec autant de panache que de maîtrise, puisque après avoir dominé Senna au cours des essais, tant dans les séances de qualification de vendredi que dans celle de samedi, eh bien aujourd'hui, il est en train sans doute de remporter ce Grand Prix de France. Oh là là, Senna tourne en 1,19, presque 1,20, il est pratiquement au ralenti. Regardez d'ailleurs la Minardi qui le double, là c'est Pérez Sala, l'Espagnol, qui vient de doubler le second du classement. Ayrton Senna en perdition littéralement. Il doit voir son ordinateur de bord lui transmettre des signes affolés, pourvu qu'il ne tombe pas en panne d'essence. Senna, ce serait quand même vraiment moche à ce stade de la course. Ni l'un ni l'autre mais les autres. Et enfin il reste effectivement encore 2 tours et demi. Oh, comme ça paraît long maintenant, comme ça paraissait court tout à l'heure, hein, c'est curieux. Et puis comme ça paraît long maintenant, c'est pas seulement parce que les pilotes ont ralenti leur allure, mais c'est parce que le suspense vraiment est terriblement dur. On n'ose pas imaginer le spectacle d'une McLaren en train de ralentir soudain. Je ne pense pas. Pour s'arrêter avant la ligne d'arrivée. Le niveau de boost doit être maintenant sur super économie. Ah oui, 1,17,145 pour Prost, c'est-à-dire, vous voyez, il tournait en 1,12 tout à l'heure, vous vous rendez compte, 5 secondes autour, plus lentement, moins rapidement si vous préférez, ça me paraît plus approprié que tout à l'heure. Voilà maintenant Senna qui lui a ralenti encore bien davantage puisqu'il a été chronométré en 1,21. C'est-à-dire qu'il est actuellement le moins rapide de tous les concurrents en piste. C'est quand même paradoxal. Il doit n'utiliser que 10 000 tours moteur, à peu près 10 000 tours sur son régime, au lieu des 12 005. En tout cas, encore une course naturellement copieusement dominée par les McLaren à moteur Honda, décidément irrésistibles, pour ne pas dire invincibles, qui vont sans doute remporter
d'ici quelques instants leur 7e victoire consécutive. Et le classement au 78e tour, donc derrière Prost et Senna, c'est toujours Alboreto 3e, devant Berger 4e, Piquet 5e, Nannini 6e, Dalmas, seul autre Français encore en course, figurant en 13e position. Et voilà le dernier tour. Dernier tour pour Alain Prost en tête de ce Grand Prix de France. Allez Alain, on a envie de porter la voiture du leader, tellement on a peur de voir tomber en panne d'essence. Cheever ici qui s'est expliqué un petit peu in extremis avec De Cesaris pour une place de 10e en fait. Mais pour la 2e place, c'est toujours Ayrton Senna qui la détient. Ayrton Senna qui tourne de plus en plus lentement, 1,22,2 maintenant. À 27 secondes derrière. Ah oui. Mais ça n'a plus d'importance. Non, ça n'a plus d'importance parce que Alboreto de toute façon est trop loin, je crois, pour le menacer, pour menacer la 2e place de Senna. Et donc, suspense jusqu'au bout. Voilà Prost dans les derniers mètres maintenant. 500 mètres. Voilà, 500 mètres, nous annonce Patrick Tambay. Le dernier virage qui s'approche maintenant pour Alain et sa fabuleuse McLaren Honda. Ça y est, c'est le virage du pont, c'est le drapeau à damier, c'est la victoire. C'est la victoire d'Alain Prost à l'issue de ce Grand Prix de France absolument haletant, où il s'est montré magistral, vraiment comme toujours, mais où il a aussi démontré à tous ceux qui le critiquent parfois pour son intelligence de la course, et oui, même si c'est paradoxal, il a montré qu'il savait à l'occasion et lorsque c'était nécessaire montrer autant de panache que Senna lui-même. Voilà Senna qui débouche maintenant à son tour du virage du pont et qui s'empare donc de la 2e place. À plus de 30 secondes du leader, mais ça n'a plus aucune signification naturellement. Le duel entre les deux hommes a été absolument fantastique et Patrick Tambay, qui l'a observé, n'a pas perdu une miette. Eh bien, je sens qu'il en a vraiment perdu le souffle, n'est-ce pas, Patrick? Oui, il faut faire maintenant 26 courses. Voilà, regardez, Senna a arrêté. Senna qui assure qui est le poids, qui assure le poids. Oui, bien sûr, parce que vous le savez. Si mais Alain le règlement profite quand même. Mais s'il roule sur la trajectoire extérieure, il va pouvoir passer maintenant sur la gomme, déposée, recharger ses pneus et regagner quelques centaines de grammes. Ça, c'est les ficelles. Alors, vous voyez, c'est un cercle quand même d'avoir un pilote de Formule 1 à ses côtés pour vous raconter des petites ficelles. Comme il y a un poids minimum à respecter, vous le savez, eh bien, en l'occurrence, c'est 540 kilos. Donc, comme il y a ce poids minimum à respecter, eh bien, il est important qu'à l'issue de la course où toutes les voitures qui la terminent vont être pesées, il faut être certain qu'on ne va pas se faire prendre avec une machine qui ne pèse pas tout à fait le poids réglementaire. Regardez comme il est heureux, Prost. Un tour d'honneur il aura fait important un tour d'honneur alors qu'il aurait pu se passer de le faire puisque le règlement l'y autorise. Donc, José? Oui, Christian. Michel Leb, une victoire extraordinaire. Hein. Oh, fabuleuse. Et d'autant que c'est vraiment la première fois que je viens au Castellet voir un Grand Prix. C'est quelque chose d'époustouflant de voir gagner Alain. En plus, c'est une joie extraordinaire. Voilà l'hommage des commissaires de piste à Alain Prost qui remporte donc son 4e Grand Prix. Cette saison, 4 victoires à 3 pour Ayrton Senna. La domination implacable des McLaren Honda se poursuit. Mais Alain Prost a marqué aujourd'hui une étape extrêmement importante dans sa bataille contre Senna pour le titre de champion du monde, une bataille qu'il a eu le panache d'accepter. Vous le voyez, certains avaient voulu comparer la situation qui s'est instaurée, de rivalité qui s'est instaurée entre Prost l'ancien et Senna le challenger à celle qui s'était instaurée autrefois entre Niki Lauda, le vieux champion, et Prost, le challenger. Eh bien, il n'en va pas du tout de même, car Lauda avait admis tout de suite la supériorité en vitesse pure de son jeune coéquipier et il s'était un petit peu soustrait au duel direct avec lui. Et bien, Prost n'a pas fait du tout la même chose, n'est-ce pas, Patrick? Et il veut
il veut à l'évidence montrer à tout un chacun qu'il n'a aucun complexe à nourrir par rapport à Ayrton Senna. C'est sûr, mais nous avons la chance maintenant de pouvoir assister à de nombreux d'autres Grands Prix et je crois que la suite sera au prochain numéro. Senna n'a certainement pas donné ni dit son dernier mot et la lutte va être encore plus serrée maintenant à l'avenir. En tout cas, c'est vraiment une course magnifique à laquelle nous avons assisté aujourd'hui grâce à cette rivalité à tout crin entre ces deux hommes si proches l'un de l'autre, on l'a vu. Je rappelle que Alain Prost avait annoncé qu'à partir du Grand Prix de France, il serait en mesure de lutter pied à pied avec Senna et c'est ce qu'il a fait. Il a été fidèle au rendez-vous qu'il avait donné. Je rappelle que le classement de ce Grand Prix de France est le suivant. Premier donc Alain Prost, deuxième à 31 secondes Ayrton Senna, troisième Michele Alboreto qui aura donc évité grâce au ralentissement de in extremis des deux pilotes de McLaren qui aura donc évité l'affront. Voilà, on le voit en ce moment se désaltérer, qui aura donc évité de l'affront d'être doublé par les deux premiers. Quatrième Berger, cinquième Piquet. Tous ces deux hommes, eux, sont déjà à un tour. Et sixième Nannini qui reçoit pour récompense sa belle course. Voilà, Régis Forissier, Christian Gomina nous remontre à un moment important de cette course lorsque, pressé par le harcèlement que lui faisait subir Prost, eh bien Senna a été contraint de freiner un petit peu trop tard et de bloquer ses roues. Donc sixième Nannini, disions-nous, le seul Français à terminer. Et indépendamment d'Alain Prost, c'est Yannick Dalmas qui se classe au 13e rang. Et voyons maintenant ce que tout cela donne au classement du championnat du monde des constructeurs. C'est l'équipe McLaren Honda qui domine vraiment sans aucune rivale ce classement. Elle a déjà accumulé 93 points et d'ores et déjà, alors qu'on n'en est qu'au 7e des 16 Grands Prix de la saison, elle est presque d'ores et déjà assurée du titre 88, car l'équipe Ferrari qui occupe la deuxième place n'a que 34 points contre les 93 de l'équipe McLaren Honda en tête, troisième Lotus, quatrième Benetton, etc. Au classement du championnat du monde des conducteurs, alors, et bien naturellement, Alain Prost accroît un petit peu son avance et maintenant il compte 54 points contre 39 à Ayrton Senna, ce qui veut dire qu'il a 15 points d'avance exactement sur son poursuivant, cependant que le troisième Berger, lui, n'a que 21 points, c'est-à-dire même pas la moitié du total. Président, poussez-vous s'il vous plaît. Du leader. Voilà le podium, la Marseillaise. Nous vous laissons savourer tout cela. Alain Prost vainqueur. Et voilà, Alain Prost répond aux ovations. Oui, c'est l'hymne britannique pour l'écurie McLaren. C'était donc l'hymne en l'honneur de Ce sera probablement effectivement au nombre de victoires que se décidera le titre cette année et non pas au nombre de points. On le disait tout à l'heure, 11... Il y a tellement de mecs devant. On disait tout à l'heure, 11 résultats peuvent être accumulés et 11 seulement sur les 16 courses, les 16 manches du championnat. Il est fort possible que cette année, pour la première fois, on voit un pilote accumuler 11 victoires. Ce sera Prost peut-être, ce sera Senna peut-être aussi. Impossible pour le moment évidemment de le deviner. Voilà le classement du championnat. 15 points d'avance donc ce soir pour Prost sur Senna. Ah, les vieux qui les foutent dans la poubelle.
Et sur le podium, donc, Alain Prost, Senna et Alboreto. Alboreto qui doit être bien heureux de retrouver le podium après une période qui n'a pas été très faste pour lui, dominé qu'il a été par son coéquipier Gerhard Berger. Prost qui a été vraiment superbe aujourd'hui, je ne dirais pas souverain, puisque s'il fallait employer ce terme, ce serait les deux. Voilà Christian Moriznik à côté d'Alain Prost. Merci Alain d'être venu. Une course vraiment fantastique, un super départ et puis un arrêt pneu qui dure un peu longtemps. Hein. Oui, ça c'est le risque, surtout avec cette chaleur. Les mécaniciens sont un peu moins habitués que les années précédentes à changer de pneus. C'est pour ça que j'appréhendais un petit peu avant le départ. Mais bon, ça a duré un petit peu plus longtemps que Ayrton, je crois. J'ai gagné la course quand même, mais ça aurait certainement pu me la faire perdre. Did you have the race under control? Vous aviez la course toujours sous contrôle with fuel consumption? They both were running under and pushing very hard. Oui, but, I think il répond à Ron Dennis qu'ils allaient vraiment très très fort et qu'ils allaient même un petit peu trop fort et que évidemment un pilote français au Grand Prix de France il est difficile à tenir. Oui, nous étions vraiment à la limite pour la consommation d'essence. À vous, Ron Dennis. Merci Alain Prost. Ah oui, encore une question. Non, oui, bien sûr, encore une question. Mais si. Non. Trop tard. En fait, c'est Ron Dennis qui l'emmène, vous savez. Oui, bien sûr. Enfin, c'était tout de même sympathique de la part de Ron d'accepter de répondre aux questions. C'est pas son habitude. Christian, est-ce que vous avez encore un pilote peut-être à portée de la main, Alboreto ou Senna? Bonne question, mon cher José. Non, nous sommes dans la foule. On revoit maintenant, Christian, le moment crucial de ce Grand Prix, le moment où, profitant de l'obstruction de la Minardi qui est devant Senna, Prost a repris la tête du Grand Prix qu'il avait perdu à cause du ravitaillement ou plutôt du changement de roue qui s'était un petit peu moins bien passé pour lui que pour Senna. Donc après un forcing terrible, Prost qui avait réussi à revenir dans les roues de Senna a réussi également à le surprendre dans une manœuvre de doublage dont on pensait, Patrick, que si elle devait jouer un rôle, elle serait plutôt en faveur de Senna, plus audacieux peut-être que de Prost, et pourtant. Mais oui, celui-ci a su saisir sa chance, il est resté vigilant jusqu'à la fin, et ça prouve bien que rien n'est jamais fini. Oui, en tout cas, les deux hommes nous ont fait assister à une course absolument fantastique. Ça a été vraiment un spectacle superbe du début jusqu'à la fin, avec même en plus cet élément de suspense supplémentaire dont on se serait bien passé, certes, mais qui a ajouté encore un petit peu de piment ou de piquant presque à la fin de course. Et finalement, ce que l'on peut retenir, je crois, Patrick, de ce Grand Prix, c'est que les adversaires de McLaren d'abord, et bien sur les circuits rapides, sont largement aussi dépassés qu'ils l'étaient sur les circuits plus sinueux qui ont été ceux du début de saison, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il va falloir maintenant attendre un petit peu le travail accompli par l'ingénieur Barnard au niveau des performances sur les Ferrari d'Alboreto et de Berger. Un travail de longue haleine et de patience. Voilà. José. Oui, Christian. Avec Yvan Capelli, et ça a été une course difficile, hein, Yvan. Oui, c'était encore difficile parce que j'avais les pieds cassés. Oui, c'est la suite de l'accident de Détroit. Oui, j'avais le 5e métatarse cassé dans le pied de gauche. Donc, je devais utiliser l'embrayage quelquefois, pas tout le temps, parce que sinon, c'était trop mal pour le pied. Ils sont un peu fous, ces pilotes de Formule 1 qui conduisent des voitures à 300 à l'heure avec le pied cassé. C'est fou même avec sans le pied cassé, donc c'est la même chose. Merci Yvan. Il est sympathique cet Yvan Capelli, et puis il est rapide aussi, et puis par-dessus le marché il parle admirablement bien le français, ce dont nous avons profité. Donc c'était la 7e manche du championnat 88, c'était le Grand Prix de France qui a tenu toutes ses promesses et au-delà, on peut le dire, qui a vu la victoire superbe d'Alain Prost devant Ayrton Senna. Et sur cette image, nous vous quittons en vous donnant rendez-vous dès dimanche prochain pour la suite de ce passionnant championnat
au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone avec une nouvelle et sévère, sans nul doute, explication. Prost, Senna. Au revoir, à dimanche prochain. Alors, une expression générale sera faite pour les Formule 1 avec Félix Hubert. Nous allons retrouver. En direct du Castellet, TF1 et ELF vous ont présenté le Grand Prix de France.